La Wioste. 94.8, Radio Alto, la radio des Bauges. Action Mémoire 2022. Les jours heureux de Betty. Première partie, août 1942. Je parlais, quand je donnais des conférences, je ne parlais pas de la Shoah. Je ne parlais pas d'Auschwitz. Je disais que ma mère et mon frère avaient été déportés, Oui. mais que moi, j'avais eu une très très belle enfance dans ce merveilleux village à Dulin. Et je parlais de ma vie de petite paysanne. Nous sommes à Saint-Alban-de-Montbel, tout près du lac d'Aiguebelette et de la commune de Dulin, en Savoie, où Betty a passé une partie de son enfance. Frédéric Pélisson, président d'une association qui s'appelle Mémoire août 1942. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, beaucoup de choses. Je ne pensais pas trouver autant de choses en démarrant des recherches sur un sujet qui est la présence de familles juives assignées à résidence autour des lacs d'Aiguebelette en 1942. Donc il s'est passé des événements assez incroyables, c'est que beaucoup de gens ont été détournés de Lyon principalement pour venir ici en tant qu'assignés, à la demande de la préfecture de Lyon, sous le régime de Vichy. Et ces gens-là ont été fichés, largement fichés, étaient connus des services de gendarmerie, de police, et ont été raflés le 26 août 1942 quand Pétain et Laval ont décidé de livrer 10 000 juifs de la zone libre à l'Allemagne. Mi-août 1942, le gouvernement de Vichy téléphone au préfet des départements de la zone libre. Par exemple, cette conversation téléphonique avec la préfecture de l'Ain. Le fonctionnaire de Vichy. Vous avez très certainement reçu la circulaire du 5 de ce mois ordonnant le regroupement dans des camps de la zone occupée de tous les juifs entrés en France après le 1er janvier 1936. Pour faciliter l'exécution des opérations que vous allez devoir conduire, j'ai à vous transmettre des instructions précises car dans cette affaire, le gouvernement allemand met une pression énorme sur l'État français. Sur l'ensemble des départements concernés, ceux de la zone libre, les arrestations massives auront lieu le 26 août. Avec l'aide des services placés sous votre autorité, vous aurez à mettre sur pied et faire exécuter un plan de rassemblement des Israélites étrangers pour ces dates précises. Le train qui sera affecté au transfert des prisonniers doit repartir plein de juifs. Où doivent-ils être dirigés? Questionne le préfet. À Vénissieux, au centre de travailleurs indo-chinois. Prenez soin au bon déroulement des arrestations. Procédez rapidement, avec fermeté mais sans brutalité. Officiellement, pour éviter les émeutes, ils vont en Pologne pour former un État juif. Arrêtez également les juifs qui se livrent au marché noir, qui ont fait l'objet de mesures d'internement et seront compris dans le convoi. Les domiciles des juifs raflés seront fermés et les clés remises au commissariat le plus proche pour éviter les pillages. Prévoyez du lait pour les enfants et service médical, mais prévenez-les qu'il n'y aura ni permission ni visite. Et pour les absents? Questionne le préfet. Improvisez des opérations de police, organisez des rafles dans les jours qui suivent pour récupérer ceux qui sont restés introuvables ou qui se sont échappés. J'insiste sur le fait que vous avez toute latitude pour trancher tous les cas douteux. Et n'oubliez pas, ces gens-là n'ont rien à perdre. Fin de la conversation, le préfet sait qu'il ne doit pas décevoir. Et donc ici, on a eu, dans toute la Savoie, et notamment à Aiguebelette, autour du lac, on a eu des personnes qui ont été raflées le 26 août 1942. Et il y avait combien de personnes assignées? Alors en tout, moi j'ai retrouvé 90 noms de personnes qui sont passées, la plupart assignées, quelques-uns sont venus se cacher. Ouais. Ici, en faisant marcher les réseaux locaux, ils savaient qu'ici il y avait peut-être possibilité d'être tranquille parce que c'était à une époque l'occupation italienne. Donc voilà, 90 noms, dont une grande partie de gens assignés à résidence. Et je sais qu'au total, il y avait 155 lits d'hôtels qui étaient destinés précisément par la préfecture, décomptés pour pouvoir positionner des familles juives. Les noms, alors quelques-uns, oui, par exemple l'hôtel Beau Séjour à Aiguebelette, ça c'est sûr, l'hôtel Follier à Lépin-le-Lac, ça c'est sûr, on pense à l'hôtel Duport aussi à Saint-Alban, et pour les autres lieux, on ne sait pas trop, il y avait aussi quelques maisons qui étaient louées pour les vacances, comme la maison des Tilleuls, à côté de Beau Séjour, qui est une maison de location qu'un propriétaire privé louait. On vous bloque dans un hôtel, une commune, ça. Parce que vous êtes juif. C'est ça, et vous devez pointer tous les 15 jours à la gendarmerie. D'accord. De Pont-de-Beauvoisin.
Et vous ne travaillez pas? Non. Et cette décision du gouvernement de Vichy, donc de Pétain, c'était imposé par l'occupant ou par les Allemands ou C'était dans la négociation avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont largement négocié pour donner finalement, montrer à l'Allemagne qu'ils voulaient bien collaborer de manière correcte. Et il a fallu faire la démonstration. Et à un moment donné, il a fallu aussi piocher, entre guillemets, dans les familles juives qui avaient quitté la zone occupée pour la zone libre et prendre la décision incroyable, hein, parce que je crois que c'est le seul cas en Europe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la France est le seul pays qui a fait un peu volontairement, quoi. Exactement, tout à fait volontairement, donc un peu un abus par rapport à ce que demandait l'Allemagne, parce que l'Allemagne était plutôt sur la zone occupée, et là, Pétain décide de rafler 10 000 familles en zone libre pour pouvoir les livrer à l'Allemagne, à la demande, suite à une négociation qui s'est faite en haut lieu entre les décideurs technocrates allemands et français. Y compris des enfants. Alors c'est ça aussi, c'est qu'effectivement, au tout départ, on imaginait que les familles inquiétées, c'était notamment les pères de famille ou les adultes, et au final, les enfants étaient aussi sur les listes que les gendarmes avaient entre les mains le jour où ils sont venus sur Aiguebelette, et les enfants aussi étaient inquiétés. Effectivement, ça c'était la grande surprise de voir qu'il y avait aussi les enfants, ce qui a fait une levée de bouclier un peu partout dans la zone libre à ce moment-là, quand on a vu que les enfants étaient aussi appelés à être emmenés on ne sait où. Ça faisait beaucoup parler, et du coup les gens se sont un peu soulevés. Donc on a effectivement dans la liste des enfants, alors le cas particulier quand même sur la Savoie et sur la zone libre, notamment sur la région, c'est qu'aucun enfant qui n'a été raflé en Savoie et dans la région, et qui est arrivé à Vénissieux, dans le camp de Vénissieux. Donc c'est regroupé à Vénissieux. Regroupé à Vénissieux, voilà, dans la nuit du 26, on les rafle adultes et enfants, ils embarquent tous dans des autocars apprêtés, préparés pour ça, ils arrivent tous à Vénissieux, dans un camp de travailleurs étrangers indo-chinois. Ce camp les a permis de les positionner ici pendant une journée, et la nuit suivante, le lendemain plutôt, ils partaient depuis la gare de Saint-Priest pour aller sur Drancy. Et il se trouve qu'à Vénissieux, aucun enfant qui est arrivé à Vénissieux n'est reparti pour Drancy. Tous ont été sauvés par des réseaux qui ont œuvré toute la journée, toute la nuit. Donc il y avait 108 enfants qui se sont retrouvés à Vénissieux, aucun n'était arrivé. 108 enfants, dont quelques-uns qui étaient ici. D'accord. Et comment ça s'est passé alors, ce sauvetage? Le sauvetage est très particulier. Il est bien documenté dans un ouvrage qui s'appelle « Vous n'aurez pas les enfants » de Valérie Porteret, et qui est sorti en début d'année 2021, qui est un ouvrage très intéressant. Et ce sauvetage, c'est simplement que les réseaux qui étaient catholiques, protestants, les réseaux de Lausée, etc., ont œuvré toute la journée, toute la nuit, et ont fait signer des décharges, des abandons de paternité aux parents. Les parents ont dit des enfants qui étaient sans orphelins, quoi. Voilà, orphelins de leur père, et ils étaient confiés à une assistance, qui n'était pas publique, mais une assistance, et voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont pu les sortir du camp comme ça. Et voilà, au nez à la barbe des gardiens du camp, qui étaient des gendarmes. Des gendarmes, oui, il n'y avait pas du tout de troupes allemandes. Il n'y avait pas de troupes allemandes, c'était la gendarmerie qui... Donc les gens ont été emmenés... à Drancy. Directement de la gare de Saint-Priest, ils sont partis, ils sont dû peut-être passer via Perrache, Drancy, et Drancy, le lendemain, ou le surlendemain, ils partaient pour Auschwitz. C'était très, très organisé. Ils n'ont pas eu les 10 000 qu'ils souhaitaient. Je crois ils ont à peine atteint 6 000, donc ils étaient assez mécontents dans les sphères préfectorales. Ils n'avaient pas leur compte, mais il y a eu beaucoup de travail fait par beaucoup de personnes pour aider, pour cacher, pour prévenir. Et il n'y avait pas le compte de ce qu'ils avaient listé dans leur 10 000, heureusement. Alors cette association Mémoire d'août 42, comment ça vous est venu l'idée de créer cette association? Alors, c'était un peu par obligation quelque part. C'est qu'en fait, à un moment donné, on découvre de tels éléments d'histoire qu'on se dit il faut en faire quelque chose, et on ne peut pas simplement le garder pour soi ou en parler à ses amis proches. Il faut pouvoir œuvrer de manière un peu plus organisée. Donc on a eu l'obligation de s'organiser en association pour dire voilà, c'est ce que vous avez ressenti dans votre vente, vous dire il faut en parler, quoi. Il faut en parler. Le premier élément, moi, qui m'a fait venir à cette association, c'est ça, c'est de se dire il faut absolument qu'on fasse connaître cette histoire qui a été complètement oubliée, et même les familles... Et peu documentée. Peu documentée, très peu documentée. Les assignations en résidence sont très peu documentées. Il y a peu d'éléments là-dessus, et les gens n'en parlent pas ici. Même les propriétaires des bâtiments en question ne savent plus. La personne, par exemple, de la maison des Tilleuls, qui a des archives, m'a sorti ses archives, elle n'avait jamais trop regardé pourquoi il y avait des non-juifs dedans. Elle m'a montré, et on découvre effectivement des non-juifs
qui sont des gens qui ont été déportés après. Elle ne le savait pas. Donc les gens ont vraiment oublié ça. Alors il y a différents effets. Hein. Il y a aussi le fait que les gens qui ont connu ça n'en parlaient pas, mais aussi un peu le temps qui œuvre très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, on met un couvercle, on n'a pas trop creusé, il y a une génération qui passe. Il y a des gens qui ont participé un petit peu, qui ont aidé un peu les forces de l'ordre, et d'autres au contraire qui ont essayé de sauver des gens. Probablement. Quand j'ai commencé ce travail, on m'a assez rapidement dit que tu vas remuer des choses peut-être pas très très nettes, quoi, qui vont poser beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Et en fait, pas du tout. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'actions très positives. Et que là, j'ai repéré 2-3 éléments comme ça qui me font dire qu'effectivement, il y a des personnes qui ont pu dénoncer. On ne sait même pas lesquelles, mais il y a eu des dénonciations. Mais quelques-unes. Mais à côté du nombre de gens qui ont œuvré positivement, j'ai l'impression que c'est une goutte d'eau. Alors, on peut avoir l'impression inverse, mais en fait, non. Beaucoup de gens ont aidé, sans le dire, sans se cacher, mais sans le dire. Et en fait, ils ont fait ce qui leur semblait bien. Et les gens qui ont dénoncé, sont à la marge. À la marge de la marge. D'accord. Donc aujourd'hui, le 5 août 2021, cette journée, c'est une commémoration quelque part. Alors aujourd'hui, on a 2 objets. On a à la fois des témoignages, donc on a 3 ou 4 témoins qui sont venus aujourd'hui, qui étaient présents à l'époque, qui étaient jeunes ou enfants. Que l'on va interviewer. Voilà, et eux, peuvent dire des choses sur ce qui s'est passé. Ils étaient présents, enfants cachés ou enfants sauvés dans des hôtels, hein, parce qu'ils ont été mis de côté au bon moment. Et l'autre élément de la journée, ça a été ce matin d'animer une cérémonie, qui a été animée par Yad Vashem, pour remettre une médaille de juste à un couple de braves paysans qui n'avaient pas d'enfants et qui ont bien voulu garder 2 enfants qu'on leur a proposés, 2 enfants juifs, et ils les ont gardés toute la guerre. Pendant 3 ans, ils les ont cachés. Grâce à ça, ils ont été sauvés, et vous aurez le témoignage de Betty Eppel, qui est une de ces enfants qui était dans cette famille. Et une médaille de juste a été remise ce matin aux descendants de la famille. Par l'ambassade d'Israël. Voilà, par la ministre de l'ambassade d'Israël. D'accord. Ok Frédéric, on va interviewer ces témoins, hein, à peu près 80 ans après. C'est ça. Merci. Action Mémoire 2022. Les jours heureux de Betty. Deuxième partie, les Guichères. Ça nous fait plus d'honneur qu'on n'a pas eu de mérite. Oui, vous avez du mérite. Pas tant que ça. Énormément, beaucoup. Puisqu'on était ensemble, vous avez bien vu. Oui, je sais. Un couple de braves paysans qui n'avaient pas d'enfants et qui ont bien voulu garder 2 enfants qu'on leur a proposés, 2 enfants juifs, et ils les ont gardés toute la guerre. Pendant 3 ans, ils les ont cachés. Grâce à ça, ils ont été sauvés, et vous aurez le témoignage de Betty Eppel, qui est une de ces enfants qui était dans cette famille. Betty Eppel, bonjour. Bonjour. Vous venez de Jérusalem, et vous avez été témoin de ce qui s'est passé ici, il y a 79 ans. Oui, j'ai vécu ici, à Dulin, de fin 20 septembre 1942 à début septembre 1945, à Dulin. À Dulin, d'accord. Et vous aviez quel âge à l'époque? 7 ans. 7 ans. En 1942. 7 ans en 1942. Et vous avez des souvenirs clairs de ce qui s'est passé? Oui, très très bien. À Dulin, un jour de septembre 1942. 40 ans après, en septembre 1982, Betty et David Eppel, son mari, rencontrent Joséphine et Victor Guichère à Dulin. David est journaliste. Il enregistre la conversation sur son magnétophone à bande. Monsieur Guichère, les gens des communes, ils ont savé que vous avez caché les enfants juifs? Ah, les gens d'ici, bien sûr. Ils savaient. Ils savaient? Oui, ils savaient. Ils allaient à l'école. Ils allaient à l'école du village. Avec les enfants d'ici. Moi, je ne voulais pas. Je parlais, quand je donnais des conférences, je ne parlais pas de la Shoah. Je ne parlais pas d'Auschwitz. Je disais que ma mère et mon frère avaient été déportés. Oui. Mais que moi, j'avais eu une très très belle enfance dans ce merveilleux village à Dulin. Et je parlais de ma vie de petite paysanne. Qui avait vécu avec ce couple sans enfants qui nous adorait. Je suis arrivé avec Nicolas et Madame un soir de septembre 42. Il y avait de la soupe au maïs ce soir-là.
Je me souviens qu'il y avait de la soupe au maïs. Ah, peut-être. Je me souviens encore. Je me souviens encore. Mais vous m'avez dit que j'avais tellement l'air malade que vous avez peur de me prendre. Oh non, on n'a jamais eu peur de ça, mais on voyait bien que tu étais fatigué. C'était temps quand même. On vous demandait puis comment donc vous êtes arrivé si loin, comment vous êtes arrivé ici. Alors vous parliez que vous aviez pris le train ou les bateaux, vous étiez déjà fatigué. J'étais plein de boutons, je me souviens. J'avais plein de fioles, j'étais plein de boutons. Peut-être, je me souviens parce que bien remarqué. Je me souviens. Jacques était tout gros, il était mignon. Oui, Jacques, lui, il s'est remis presque tout de suite le lendemain matin. On nous a monté au lit, quoi. Oui. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il nous a fait comme ça. Alors, on mène les vaches à la pâtée. Et comment on coupait les foins, et comment on faisait la moisson. Et je parlais de cette vie, je regardais les vaches, il y avait 12 vaches qui avaient toutes chacune des noms, et j'adorais cette vie. Et pour moi, l'horrible chose a été quand mon père est venu nous chercher, il y a eu la libération en mai 1945, et mon père, ma mère avait dit mon père apparaissait de temps en temps, mais très vaguement. Il ne voulait jamais nous dire où il était, parce que si un jour il avait été arrêté, et si nous avions été arrêtés ou torturés, il ne voulait pas qu'on parle. Donc on ne savait jamais où il était. Attendez, votre père? Oui, il était dans la région. Il était dans la région. Mon père, nous sommes arrivés à Lyon. Ouais. En septembre 1942. Vous veniez de où? Je suis née à Valenciennes, dans le nord de la France. Ok, donc vous êtes descendu en zone libre. Alors, ce qui se passe, c'est que papa avait une boutique de fourrure, et il avait une femme qui travaillait avec lui, qui lui avait dit qu'il vaudrait mieux que mon frère et moi ne soient pas à la maison. D'accord. Parce que l'histoire était terrible, il n'y avait pas de papa il avait déclaré qu'il était juif, donc il ne pouvait plus travailler. La situation était devenue terrible. Et alors donc mon frère et moi, nous étions à côté de Valenciennes, genre une famille, je ne me souviens pas, nous n'étions pas à la maison. Et la Gestapo est arrivée le 11 septembre 1942. Mon père avait un petit magasin de fourrure avec la chambre à coucher était au-dessus. La Gestapo est arrivée, c'est la Gestapo avec un Français. Parce que à l'époque, les Français n'étaient pas seuls, ils ne parlaient pas le français. Ouais. Donc il y avait un gars de la Gestapo, un Allemand et un Français. Et ils ont frappé à la porte, ils ont tapé, et il y avait une grille. Et une dame à côté a ouvert la fenêtre, et le Français a dit: il y a quelqu'un ici? Elle a dit non. Et il lui a dit: il y avait quelqu'un hier? Elle a dit oui. Si elle avait dit ils sont partis il y a un mois, il y a 2 mois, ils n'auraient pas défoncé la porte. D'accord. Mais elle a dit: il y avait quelqu'un hier. Alors mon père en haut a entendu la conversation, il a dit à ma mère: prends le bébé, j'avais 2 ans et quelque chose, prends le bébé, qui était né en 40, ma mère était enceinte, on est déjà parti, en 40 on avait déjà évacué, on était allé en Normandie, ce bébé était né en Normandie, à Beaufort. L'exode avait déjà commencé. Oui, on était sur les routes, en 40, ma mère enceinte, ma mère avait accouché à Donfront, et puis on était revenu, il n'y avait plus rien dans la maison, tout avait été pris, on est revenu, on a recommencé à vivre normalement, papa a dit à maman: prends le bébé, et viens avec moi. Elle me dit: non, toi tu vas t'occuper des enfants, tu vas voir ce qui se passe avec les enfants, moi ils me feront rien. Il a insisté, elle n'a pas voulu le suivre. Il est parti, lui, avec un maillot de corps, en tenant une chaise à la main. Il a couru vers une place qui s'appelle Avenue Saint-Roch, vers là où la femme qui travaillait avec lui habitait. Il lui a dit: cachez-moi, les Allemands sont là, cachez-moi. Alors elle a caché. Mais il lui a dit, avant qu'elle fasse des faux papiers, il lui a dit: retournez, allez à la gare, voir si ma femme est là-bas, et dites-leur que cet enfant n'est pas juif, n'a pas été circoncis, parce qu'il n'y a pas moyen de circoncire à l'époque. Dites-leur que cet enfant n'est pas juif, que c'est un petit garçon qu'ils ont adopté. Alors cette femme, qui s'appelait Sylvaine, elle a parlé donc aux Allemands ou aux Français, je ne sais pas qui à la gare, et elle a dit: cet enfant n'est pas juif, c'est un gosse qu'ils ont adopté. Et quelqu'un a dit d'accord, puis ils ont couru vers les Allemands, et les Allemands ont dit non, il était trop tard, il était déjà inscrit sur la liste.
Mais elle a essayé. Puis elle est revenue chez mon père, elle est revenue là où elle habitait, et elle a fait faire des faux papiers. Mon nom s'appelait Lefkowitz, elle a fait des faux papiers au nom de Leroy. Oui. Donc je ne sais pas comment, elle a fait faire des faux papiers. J'ai retrouvé une lettre d'elle où je crois qu'on payait une certaine somme de monnaie au passeur, c'était un passeur belge, et on donnait la moitié de la photo, on donnait une somme de photo, la moitié de la photo, et quand il revenait, il a fait avec l'autre moitié, donc on lui donnait l'argent. C'est ce que je sais. J'avais retrouvé une lettre, et on est passé Valenciennes, le nord de la France, il y a les secours qui partent là-bas. C'était en septembre, fin septembre. Mes choses sont toutes, dans ma vie sont toujours passées en septembre. Fin septembre, il pleuvait, et alors il y avait cette péniche, il y avait du charbon, et il y avait mon père, et il y avait sa sœur, il y avait une sœur, et il y avait mon frère qui avait 5 ans. D'accord. Et ma tante, sa sœur, a pris mon père en main, il y avait une petite fenêtre, ils sont rentrés dans la péniche, et pendant mais ils rentrent, j'ai dit non, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit je veux pas, j'ai peur. Et il m'a dit regarde, tu vois les Allemands là sur le pont avec du fusil, et tu rentres là, on va tous être fusillés. Alors il m'a poussé là-bas, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur du noir. Quand dans ma cage, je monte l'escalier chez moi, je fais toujours attention qu'il y ait de la lumière, j'ai peur du noir. On est rentré dans cette cale à charbon, où il y avait du charbon, on était assis sur du charbon. Il n'y avait rien, il y avait une bouteille d'eau et un paquet de biscuits, on n'avait rien. Et puis ça a commencé à marcher la nuit, je ne sais pas, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas combien de temps. Et là, on n'avait rien à manger. Et je ne sais pas par où il y avait les toilettes, je me souviens de pas, je me souviens du charbon, je me souviens de l'exercice du charbon, je me souviens de la bouteille d'eau, je me souviens du paquet de biscuits, je me souviens de rien d'autre. Je sais que le bateau, la péniche s'arrêtait la nuit, et on sortait, puis on cueillait des feuilles, on cueillait des racines pour essayer de manger parce qu'on avait tellement faim. Et moi j'ai commencé à être couvert de furoncles et à être en très mauvais état. Et on est arrivé dans un endroit, et on a pris un train. Et dans ce train, on est rentré, donc il y avait ma soeur, mon frère, et puis moi j'étais assise devant, et à un moment, la Gestapo rentre, et il dit « Papir !» Alors papa nous fait un signe de ne rien dire, et il lui montre les papiers à la Gestapo, il regarde les papiers, et lui rend les papiers. Donc, autrement, je sais pas. Donc, il y a eu beaucoup de fois comme ça où j'ai failli passer, puis ils rend les papiers. Et on arrive à Lyon. À Lyon, il y avait un appartement où il y avait le mari de ma tante qui était là depuis quelque temps. Il était parti de Valenciennes. Il avait un magasin, il était là-bas. Et on est resté, je ne sais plus quelque temps à Lyon, je ne sais pas combien de temps. Je sais que ma tante m'a emmené chez un médecin, il n'y avait pas d'antibiotique, il m'a brûlé avec de l'alcool, ses furons, etc. Il y a l'horreur. Et puis, quelques jours après, puis je sais que dans la rue, je demandais toujours, oui maman, il me dit, on va la voir, avec les chiens, on va la voir là-bas. Et tout d'un coup, dans la rue, à Lyon, il nous a pris les mains, mon frère et moi, il avait des larmes, il nous a dit, je lui ai dit, oui maman, il a dit, les Allemands l'ont pris, il n'a pas dit la Gestapo, il a dit, les Allemands l'ont pris, mais t'en fais pas, après la guerre, elle va revenir. Et c'est la seule chose qu'il a dit, il n'a jamais parlé de ça. En septembre 1982, Betty Eppel et Victor Guicher, enregistrés par David Eppel sur son magnétophone à bord. En parlant avec ton papa, quoi, il dit que la maman n'avait pas voulu vous suivre, et qu'en disant qu'elle avait un bébé dans les bras, on la laisserait tranquille. Mais quand il a pu retourner à la maison, il n'y avait ni maman ni bébé. Jamais il a reçu des nouvelles. Elle est morte, vous savez, elle a été à Auschwitz. Elle est morte à Auschwitz. Auschwitz. À Auschwitz. Vous le savez quand même. Depuis seulement l'année dernière, je sais. Depuis seulement 1 an. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait des recherches. Elle est morte avec le bébé, avec on ne sait pas. C'est horrible. Un gars qui s'appelait Nicolas est arrivé à Lyon. Et papa nous a dit, vous allez avec lui, Nicolas? Et vous savez, 7 ans, on a passé par tellement de choses, vous ne posez plus de questions. Vous posez plus de questions. On y va, quoi. Vous faites ce que vous venez de faire. Donc, on est parti. Donc, ma tante, mon frère et moi, avec une minuscule petite valise, j'avais 2 robes, enfin, pour une minuscule petite valise, on a pris le train Lyon
Chambéry, Chambéry, l'Épin-le-Lac. On est arrivé à l'Épin-le-Lac, et de l'Épin-le-Lac, il était le soir, on a commencé à marcher, à monter la route qui monte de l'Épin-le-Lac, puisqu'il monte là-haut, et on est arrivé là à un endroit à gauche, où il y a une grange à gauche, et on est arrivé à la grange des Guichets, et il y a leur maison. D'accord. Et on est arrivé là-bas, et on était crevés, et il y avait ce couple souriant, avec une table et deux bancs. Et moi je me souviens que c'était un pétrin, donc mes genoux me faisaient mal quand je touchais le pétrin, ouais. Et je me souviens qu'ils nous ont donné, ils nous ont dit, vous restez avec nous maintenant, vous restez avec des souriants, vous restez avec nous. Et à un moment, ils m'ont regardé moi, puis ils ont dit, mais cette fille, elle est dans tellement mauvais état, on a peur de la perdre. Et ma tante, elle a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Vous devez la prendre. Alors ils m'ont pris, ma tante est partie, ce Nicolas est parti. Je savais qu'il s'appelait Nicolas, je ne savais rien d'autre. Et on l'a retrouvé même. Il est mort, mais on l'a retrouvé. Et ma tante est partie, donc il y avait un petit escalier, on est allé se coucher, il y avait 2 lits préparés, on est allé se coucher. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais dormi avec ma robe, je me suis réveillée, et je suis passée leur chambre, j'ai ouvert la fenêtre, et c'était les montagnes, le soleil, et le paradis, le paradis. La vie qui est revenue. La vie. Ouais. Moi, je revenais du nord avec le charbon et la vie, le paradis. Les poules qui couraient partout en bas, et un chien, et un chat, et le paradis. Mais je dis, où est-ce qu'on est? C'était comme un... Et on était devenus des autres enfants, on s'appelait le roi. Donc une nouvelle vie. Une nouvelle vie, complètement. Mais c'était une vie... J'avais complètement oublié l'autre vie. Oublié la guerre. Oublié la guerre, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. Ouais. Tu as bien connu Nicolas Coubler, on l'appelait. Oui. C'est lui qui a voulu que je prenne des enfants. Oui. Et moi je disais, ma foi, je peux prendre personne, moi je n'ai pas le confort pour prendre quelqu'un. Alors c'est de là qu'il m'a expliqué, c'est pas une question de confort, c'est une question de vie ou de mort. Alors je dis, si c'est comme ça, bien, amenez-les, quoi. Et tu sais que vous êtes arrivé un soir avec la tante et Nicolas. Oui, sans mon père, avec la tante. Oui. Léo, arrière-petit-fils de Lucienne Olivieri. C'est-à-dire que le fait donc que Lucienne Olivieri, la doyenne du petit village des Maillons dans le Var... Donc elle a 104 ans. 104 ans. Lucienne Olivieri est décédée le 18 mai 2022. Avait caché des Juifs pendant la guerre, à l'époque, donc en Savoie. C'était de tous connu, mais bon, personne n'en savait plus. Personne n'en savait plus. Puis certaines personnes qu'elle cachait chez elle. C'est incroyable ça. C'est tout à fait incroyable. Il y a combien de personnes elle a sauvé comme ça? On ne sait pas. On ne sait pas. Hein. Elle a le souvenir, donc Lucienne a le souvenir d'une personne originaire des pays baltes. Ouais. Une personne, donc monsieur Nicolas Coubler, qu'on a identifié avec monsieur Pélisson. C'est ça, et puis regardez, aujourd'hui, nous sommes près de 80 ans après. Ouais. Et bien Lucienne s'est tue toute sa vie. Enfin, c'est pas qu'elle s'est tue, mais je veux dire, elle n'a pas fait état de ces faits de guerre. Pour elle, c'était normal, C'était normal. Action Mémoire 2022. Les jours heureux de Betty. Troisième partie, l'arbre de la mémoire. Donc la route sera fermée. Mais tu as raison, l'arbre étant ici, pas trop chier. Frédéric, bonjour. Bonjour. Nous voilà fin août, avec Belette-le-Lac, avec la pose d'un panneau. Ça prépare quoi, ça? Ce panneau prépare une petite inauguration, on va dire même une grande inauguration, puisqu'il s'agit de commémorer un événement un peu malheureux. Le 26 août, ici, on a eu des événements qui ont été ceux qu'ont connu beaucoup de familles juives et enfants juifs dans la zone libre, c'est-à-dire une arrestation en pleine nuit d'une dizaine de personnes. D'accord. 8 enfants ont été pris aussi, donc on va dire 18 au total, et ces enfants et ces adultes ont été emmenés illico sur le camp de Ruffieux, un camp de travailleurs qui était pas loin d'ici, et puis emmenés sur Vénissieux. À Ruffieux, rue de Jérusalem,
Près de l'actuel camping de Saumont, une stèle marque le passage au camp d'étrangers, des adultes et enfants raflés avant leur embarquement en gare toute proche de Culose pour le camp de Vénissieux. Le système avait été prévu, bien préparé par la préfecture de la Savoie et de Lyon, avec l'idée d'avoir 6 transports différents qui rayonnaient sur toute la Savoie et qui emmenaient la plupart des familles juives recensées, fichées, de manière à les emmener vers Drancy et les livrer aux Allemands. 10 000 juifs avaient été listés au départ. À partir de l'automne 1943, d'autres résidents juifs du bassin d'Aiguebelette sont arrêtés et déportés par la police allemande. Dans le même temps, des habitants de la région y sauvaient des dizaines d'enfants. Cet arbre tourmenté, conçu et réalisé par Paul Rouillot, porte sur chacune de ses feuilles le nom d'une personne assignée, déportée ou cachée et sauvée. Par-delà le temps, que chacune de ces feuilles scintille à la lumière du jour pour leur mémoire et la nôtre. Sur Aiguebelette, il y a eu, effectivement, je le disais, pratiquement 20 personnes qui ont été arrêtées ce jour-là. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de feuilles que ça. Oui. Il y a plus de 100 feuilles, il y a 113 feuilles. Parce qu'en fait, on a recensé à ce jour, au fil de nos recherches depuis 5 à 6 années, on a recensé pas mal de personnes concernées qui avaient été assignées ici, qui sont venues se cacher, ou qui ont été assignées et qui ont été, pour certaines d'entre elles, déportées. Paul Rouillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes couvreur-zingueur. Oui, c'est ça. Vous faites des toits, en fait. Mais aussi, vous avez une activité de sculpteur, d'artiste. Et c'est à vous que l'on doit cet arbre de la mémoire. Frédéric Pélisson m'avait contacté pour ce projet de sculpture, de monument à la mémoire des Juifs persécutés liés à cette rafle. Ouais. Donc je me suis rendu chez lui, j'ai écouté son récit avec beaucoup d'intérêt. Je suis rentré chez moi assez chargé par cette histoire, ouais. Et puis j'ai pondu 2 croquis, entre guillemets. C'était un gros travail quand même, mais très intéressant, et puis toujours avec cette histoire en tête, oui. Tout en réalisant, donc j'ai pas arrêté de penser aux personnes concernées, voilà. Et j'espère qu'il illustre bien l'histoire que j'ai entendue, que j'ai pu écouter. Alors comment vous avez justement illustré cette histoire avec la forme des branches, ouais. Les lignes tendues La forme générale de l'arbre, je voulais qu'il dégage une espèce de force et de résistance, et puis j'ai essayé de trouver un côté léger, aspect léger par les feuilles qui se balancent au gré du vent. Et puis voilà, j'espère que ça correspond à ce que j'ai entendu. D'accord, donc c'est ces branches assez massives qui... Ouais, la dureté de la vie endurée à ce moment-là, ouais. Moi je l'imagine comme ça, j'ai forcément pensé à mes grands-parents, ouais. Avec ce qu'ils ont pu vivre aussi. Ouais. Et puis les petites feuilles, assez légères j'espère, d'aspect, l'espérance, l'enfance, parce que finalement... j'ai entendu aussi des témoignages, il n'y a pas que du négatif au milieu de tout ça. Il y a beaucoup d'humanité. Il y a de l'espoir, de l'humanité. Voilà. D'accord. Et alors, techniquement, c'est quoi alors? C'est du zinc? Alors, les branches, les feuilles, donc c'est du zinc. Si on descend, le tronc, c'est de l'acier cortène. Ouais. Qui a été réalisé par l'entreprise c'est ça, par l'entreprise Esprit Style. Ouais. En dessous, donc c'est un sous-bassement en béton, un socle béton brut, qui a été réalisé par l'entreprise Compassi, et puis le terrassement en dessous qui n'a pas dû être négligé non plus par l'entreprise Silex. Ça pèse lourd, ça cette sculpture. Au total, avec la masse en béton, on doit être à pas loin de 3 tonnes, je pense. Et quand on graffe tous les noms, qu'est-ce qui se passe dans le ventre? C'est prenant, c'est intense. On se rend compte parfois au bout de 6 fois le même nom de famille que c'est lourd. Voilà, c'est très lourd à porter. Et finalement, on se rend compte que c'est très important aussi de marquer ça par un monument, une pièce qui rappelle, qui sert à la mémoire. Merci Paul. Voilà. Donc si on prend une feuille par exemple. Alors on va prendre une feuille au hasard, je ne connais pas tout le monde. Alors on a la famille Weber avec Rachel Weber, d'accord. Myriam Weber. On a classé par famille, on les retrouve par famille. On a sur ces noms des personnes qui sont des témoins vivants, qui seront là le 26 août. On a la feuille quelque part de Simra Arom, on a la feuille de Albert Schiffman, on a Bert Levkovitch. Toutes ces personnes sont vivantes et vont venir nous rencontrer et témoigner le 26 août prochain. Betty Eppel. Betty Eppel, oui.
tout à fait. Berthe Lefkovitch, Betty Eppel. Betty Eppel, enfant juive recueillie par la famille Guicher. C'était une vie, j'avais complètement oublié l'autre vie. Oublié la guerre. Oublié la guerre, il n'y avait pas de guerre. Non, pardon, celle-ci, voilà, là-haut. Berthe Lefkovitch, on voit à côté son frère. D'accord. Jacques, son papa, et son frère. Non, Jacques, son frère, pardon, et Samuel, son papa. D'accord. Voilà, 3 personnes, la maman n'était pas dans la région. Donc on a vraiment tenu à ce qu'il y ait les personnes raflées, arrêtées, mais aussi les enfants cachés. Okay. Et dans ces 113 feuilles, on a pratiquement une trentaine d'enfants qui ont été cachés, mis à l'abri. Tous les enfants qui ont été aidés par les habitants ont été sauvés. D'accord. Donc l'objectif de cet arbre, c'est ce que dit le panneau, il y a le pire et le meilleur. Le pire, c'est qu'effectivement, on avait des lois vraiment ségrégatives, extrémistes, et on avait des applicateurs. Donc la gendarmerie française a œuvré pour organiser cette rafle, la préfecture de Savoie a œuvré. Sans l'aide des troupes allemandes. Sans aucune troupe allemande. Ici, il y avait 0 allemand. C'est vraiment le travail et la responsabilité entière du régime de Vichy. Tout à fait. Tout à fait. Donc, effectivement, les ordres ont été appliqués. Bien sûr, certains gendarmes ou certains membres du personnel administratif dans les préfectures ont parfois fait beaucoup de zèle pour aider des gens, ça c'est sûr, on le sait. Mais globalement, effectivement, il fallait appliquer les ordres ont été appliqués, et c'est vraiment des ordres français, sans soutien allemand. Ici, personne n'a vu un Allemand le 26 août 1942, c'était uniquement la gendarmerie française avec des cars affrétés par la préfecture. Et à côté de ça, des gens qui résistent? Le plus souvent de manière complètement, on va dire, entre guillemets innocente, c'est-à-dire que... Naturelle. Quand on leur demande, on les questionne même 80 ans après, ils se demandent même pourquoi on leur pose la question. Ils ne comprennent pas qu'on leur pose la question. Et cette question pour nous elle est importante. C'est vrai que le couple Guicher, quand on l'entend, ça paraît tout à fait naturel. C'est ça, c'est ce qu'ils disent dans leur bande sonore, c'est naturel. Quand on leur dit vous allez avoir un diplôme, une reconnaissance, ils nous disent pourquoi faire, c'est bien beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai fait. Guicher. Moi je disais ma foi, je peux prendre personne, moi je n'ai pas le confort pour prendre quelqu'un. Alors c'est de là qu'il m'a expliqué, c'est pas une question de confort, c'est une question de vie ou de mort. Alors je dis si c'est comme ça bien, amenez-les quoi. Donc une grande leçon. C'est une grande leçon parce que ce sont des gens qui ont pris des risques incroyables. Parfois, ils le savaient. Ils ont pris des risques en aidant plusieurs fois des personnes, en faisant des navettes entre Lyon et ici. Certaines personnes étaient très, très engagées. Ils ont pris des risques très, très importants. Et ils ont vu pas mal de rafles venir s'ajouter en 1943 et en 1944 avec la présence allemande cette fois-ci. Et ils savaient très bien effectivement que c'était plutôt risqué de continuer finalement à aider des gens. Mais voilà, il y avait ce côté, cette humanité. Je pense aussi à la famille Bovanier qui est sur la ferme d'Attigny-en-Ronsin, qui a aidé les gens, qui a aidé Mathis le jour de sa fuite ici, qui s'est enfui par la fenêtre et il a été recueilli tout de suite. Il était connu, il travaillait là-haut, il coupait les cheveux des enfants, il travaillait à la ferme. Ils l'ont aidé, ils ont même récupéré ses affaires une fois qu'il a été en fuite, qu'il a quitté le territoire. Donc voilà, ils ont vraiment tout fait pour l'aider et ils ont aidé d'autres gens. Voilà. Mais c'était pas su. Et on a encore des photos où on sait que c'est l'ami juive qui est sur la photo, mais on ne sait pas qui c'est. C'est un lieu d'humanité et c'est la première fois dans le territoire qu'on aura comme ça une symbolique enfin très forte sur cette question-là, cette rafle-là et sur les événements de l'époque de la guerre où il y a eu des gens assassinés et des gens qui ont été sauvés. C'est unique dans le secteur, il n'y a pas d'autre lieu mémoriel comme celui-ci. En mémoire 2022, on a eu ce label-là avec une aide de l'ONAC, la Fondation pour la mémoire de la Shoah nous aide beaucoup aussi. Et je veux rappeler avant de terminer qu'il y a quand même près d'une centaine de citoyens, enfin de gens du territoire, qui ont apporté leur obol pour faire pour financer cette œuvre. Voilà, donc on a beaucoup de donateurs particuliers et ça fait chaud au cœur. Merci Frédéric. Le 26 août 2022, avec Belette-le-Lac en Savoie, 250 personnes sont présentes à la commémoration de l'Arbre de la Mémoire, dont 2 sénateurs, la sous-préfète de la Savoie, Alexandra Chamou, tous les maires de la communauté de communes du lac d'Aiguebelette, le directeur de la maison d'Isieux et 5 témoins vivants, Shima Arom, Betty Eppel, Albert Siman, Anne-Marie Guicher et Jean-Pierre Olivieri. À l'initiative de l'association Mémoire d'août 1942, Betty Eppel et Shima Arom rencontrent les enfants de l'école de Dulin. Et les questions sont nombreuses. Ce samedi 3 septembre, à la Maison du Lac, en fin d'après-midi, Betty Eppel témoigne de son enfance cachée à Dulin, face à un public des plus attentifs.
Au moins autour du lac d'Aiguebelette en Savoie, la mémoire des rafles des adultes et enfants juifs en 1942 à l'initiative des seules autorités françaises, la mémoire des enfants cachés et celle des justes qui les ont spontanément sauvés est préservée. Mais une question me taraude. Si de tels événements se produisent aujourd'hui, comment je réagirais ? Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont accepté notre caméra. À bientôt sur la Bios TV et Radio Alto.